Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Cette semaine, on prend les mêmes et on recommence, ou presque. J'accueille à nouveau Aubrey Richardson pour parler du manque de lait. Mais cette fois-ci, on se met en mode expert et Aubrey enfile sa casquette de consultante en lactation certifiée IBCLC pour nous parler des causes de manque de lait primaire, l'hypoplasie mammaire et l'insuffisance de tissu glandulaire. Cela concerne, selon Aubrey, bien plus de femmes qu'on ne le pense actuellement. Elle va vous expliquer ce que c'est, la différence entre les deux, comment on peut le reconnaître, que faire si cela nous arrive et quelles sont les options pour allaiter, même si l'allaitement exclusif est compromis. À chaque mère et chaque famille, une fois informée, de faire des choix en fonction de la situation qui est la leur. Le diagnostic d'hypoplasie mammaire ou d'insuffisance de tissu glandulaire ne veut pas dire forcément impossibilité d'allaiter, mais cela demande des ajustements, des compromis, et parfois le deuil à faire d'un projet qu'on avait imaginé tout autrement. Aubrey vous en parlera bien mieux que moi, donc je lui laisse la parole. Belle écoute. Rebonjour Aubrey, bienvenue à nouveau dans Milkshaker. Merci, toujours contente d'être ici, merci pour avoir ouvert ce sujet. Aubrey, aujourd'hui on se retrouve, mais aujourd'hui tu vas nous parler de ta casquette de professionnelle, donc est-ce que tu peux te présenter à titre professionnel ? Oui, donc je suis consultante en lactation, IBCLC, depuis 2016. Je travaille en libéral, donc je vois des mamans à domicile, ou des familles allaitantes plutôt. Puis aussi, je travaille dans une équipe pluridisciplinaire autour des restrictions orales. Puis aussi, je travaille pour une application américaine en parentalité en tant qu'infirmière IBCLC et experte, voilà, Ouais, en faisant des appels un peu partout dans le monde. Ok, super. Alors aujourd'hui, Aubrey, on parle de ce qui t'est arrivé à titre personnel et on va essayer de décrypter ça au niveau pro, comment aider les mamans, comment elles peuvent repérer tout ça. On va donc parler des vrais manques de lait et de ce qu'on appelle l'hypoplasie mammaire ou l'hypoplasie glandulaire, hein, c'est ça ? C'est l'insuffisance des tissus glandulaires. Ouais. Ok, donc on peut appeler ça hypoplasie mammaire ou insuffisance de tissu glandulaire. Et c'est un peu différent. Donc, mais ça veut dire que nos corps ne peuvent pas produire assez du lait. Donc, ça manque de tissu glandulaire pour produire du lait, en fait. Ouais. On a peut-être les hormones qui produisent le lait, mais pas les tissus glandulaires pour vraiment faire sortir le lait, stocker le lait et produire plus du lait. Donc, une hypoplasie, ça se parle plutôt de l'apparence des seins. En fait, il y a un peu des facteurs de risque ou des choses qu'on voit en fait physiquement qui peut nous faire penser à une hypoplasie. Et il y a des femmes avec une hypoplasie, donc avec les seins qui n'ont pas poussé comme il faut, mais qui arrivent quand même à produire assez du lait ou presque assez du lait. Donc il y a des stades. L'insuffisance de tissu glandulaire, des fois, les seins apparaissent complètement normaux, mais il y a un manque de tissu glandulaire et c'est plutôt du gras que d'autres choses. Et ces femmes-là produisent
pas assez de lait non plus. D'accord. Dans les Voilà. deux cas, il y a une vraie insuffisance, en tout cas de production de lait. Ouais. Alors, déjà, si on peut reprendre le truc de loin, est-ce qu'on a une idée du pourcentage de mères qui seraient touchées par ça? Franchement, non. Il y a les gens qui disent 5% de la population, mais en fait, c'est basé sur une étude de 1985, Mhm. donc il y a déjà 36 ans. Et en fait, c'était une estimation à l'époque. Donc, il y avait une étude, ils voulaient chercher pour faire une étude pour les gens avec une hypoplasie ou un vrai manque de lait. Ils n'arrivaient pas à trouver assez de gens pour leurs études, donc ils ont estimé que ça sera 5% de la population. Il n'y a pas du tout de documentation autour de ces chiffres, en fait. Et les gens qui D'accord. travaillent dans le sujet, ils pensent que c'est vraiment plus élevé que ça, le chiffre. Donc, il y a vraiment un manque de recherche, de connaissances et de formation autour du sujet. D'accord, ok. Donc ça, on ne sait pas, c'est vraiment des choses qui doivent être plus creusées. Oui. Donc, quelles sont les grandes causes du vrai manque de lait? Donc, on a besoin de plus de recherche, mais donc il y a quand même des études qui montrent qu'il y a un lien avec des perturbateurs endocrins. En fait, il y a trois moments que ça peut jouer. Donc, soit on est dans le ventre de notre maman et peut-être il y a quelque chose qui se passe et les cellules se divisent pas comme il faut et ça peut commencer là. Ça peut aussi commencer pendant l'adolescence. Soit il y a genre quelque chose qui se passe, c'est soit un trouble hormonal, soit une explosion à un perturbateur endocrin. Par exemple, en Mexique, il y avait une étude en 2006 qui montrait une très grande proportion de insuffisance de tissu glandulaire Ouais. dans des régions agricoles, en fait, où il y avait beaucoup de pesticides. Puis aussi, pendant la grossesse, s'il y avait peut-être une explosion, un perturbateur endocrin, Endocrinien. euh, endocrinien, merci. Euh, mais autre qui est lié aussi, c'est pendant l'adolescence d'être surpoids, Mhm. donc avec une IMC plus grand que 26, ou pendant la grossesse, avoir un IMC plus grand que 30, parce que ça peut jouer avec les hormones, en fait. Donc, on peut D'accord. être résistant à l'insuline ou la prolactine, ou il y a un lien avec le diabète, ou s'il y a un problème avec l'estrogène, Oui, tout ce qui d'autres vient perturber le système finalement hormonaux. endocrinien, donc le poids en fait partie, peut venir influer sur cette production lactée. Ouais. Autrement, une chirurgie ou une infection comme enfant ou adolescente, il y a des problèmes de fertilité sans explication. Ça peut avoir un lien avec l'insuffisance du tissu glandulaire. Et aussi prendre la pilule pendant l'adolescence comme un outil hormonal, pas pour éviter la grossesse. Il y a aussi un lien. Donc ça, c'est les choses qui sont, entre guillemets, connues, mais souvent, c'est multifactoriel. Est-ce qu'il peut y avoir une part de génétique, c'est-à-dire que, par exemple, toi qui en souffre, est-ce que si ton bébé était une fille, elle aurait plus de chances d'avoir une hypoplasie mammaire ou pas du tout? On ne sait pas. Mais on voit ça. Souvent, on voit, il y a deux sœurs qui ont une hypoplasie, par exemple. Euh, D'accord. mais maman, fille, on ne sait pas. Sauf que peut-être si elles ont grandi dans la même région, avec une même perturbateur endocrinien. Ouais, c'est difficile à dire, ouais, parce que ça peut être l'environnement. Oui, ça peut dépendre de l'environnement, ça peut dépendre de, oui, quelque chose de génétique, héréditaire, et on n'est pas sûr à 100%. Ok. Euh, ouais, Donc toutes ces causes-là peuvent donner autant ce cas d'hypoplasie mammaire qui donne un manque de lait plus ou moins important, mais peut aussi donner cette insuffisance glandulaire qui, pareil, réduit la quantité de lait. C'est ça? oui, exactement. Donc, hypoplasie,
ça, c'est une partie de l'insuffisance tissu glandulaire qui est une partie un plus gros parapluie de manque de lait ou insuffisance de lait. Il y a d'autres raisons, comme on sait là-bas, la thyroïde ou résistance à l'insuline, le syndrome ovaire polycystique, et même on peut avoir une manque de lait parce qu'on n'a pas bien stimulé les prolactines dans les premiers jours. Donc manque de stimulation. Donc il y a d'autres ou des restrictions orales, ça peut provoquer une manque de lait entre guillemets. Mais l'hypoplasie, oui, ça c'est Ça une fait partie raison qu'on des peut pas causes. changer. Ouais, ça fait partie des causes pour les manques de lait. D'accord, mais c'est simplement cette raison-là, c'est pas voilà comme des restrictions Non, orales chez un bébé, une succion qui serait incorrecte et donc une maman en non, face qui ne produit pas par ça, rapport à la demande. Là, peu ça importe la s'appelle, ouais. demande, on n'aura pas la production qu'on souhaite, c'est ça? Ça s'appelle manque de lait primaire. Donc c'est Voilà. ouais, au lieu de secondaire. Ouais. Oui, voilà, quand on dans le milieu médical, quand on parle de choses primaires ou secondaires, primaire, ça veut dire que voilà, c'est vous arrivez comme ça et c'est un fait, donc que vous stimuliez un peu beaucoup ou passionnément, quoi qu'il arrive, vous allez quand même Ouais, manquer par rapport à la demande. Si c'est secondaire, c'est-à-dire que la maman peut produire ouais. dans les faits autant qu'elle le souhaiterait. Néanmoins, on a, par exemple, si on parle d'une hypothyroïdie, ça va être secondaire, par exemple, Oui, comme manque de parce lait. qu'on peut augmenter, si on augmente le Oui, taux disons de... que le problème peut être réglé, donc Ouais, du coup, on est sur un manque, mais qui est secondaire. C'est pas oui, voilà. c'est pas primaire. Exactement, c'est comme une diabète qui n'arrive pas à produire assez de l'insuline. C'est son corps. D'accord. C'est comme ça. On peut pas trop Voilà, changer ça. exactement. Du coup, comment on va reconnaître voilà les signes d'une hypoplasie? C'est quoi les caractéristiques Oui, pour une maman pour définir une hypoplasie? donc il y a plusieurs choses qu'on peut voir. Souvent, on voit les seins avec une grande écarte, en fait. Les mamelons qui pointent un peu vers l'extérieur, vers le bas. Il y a un manque de partie gras en bas des seins, dans la partie inférieure et antérieure des seins. Souvent, il y a une asymétrie assez importante. Pas de changement de sein pendant la grossesse, pas de montée de lait ou changement de sein après l'accouchement. Mm. Les seins sont souvent tubulaires, avec des aréoles assez larges en proportion de la reste des mamelons, un peu gonflés. Il y a peut-être les vergetures qui ne sont pas liées avec les seins qui grossissent. Et puis, souvent, ces femmes ont fait une augmentation. Donc, toujours, quand je travaille avec une femme qui a fait une augmentation mammaire, parce que je demande pourquoi, en fait. Pourquoi vous avez fait une Mm. augmentation? Et puis, souvent, elle m'a dit, j'ai les seins qui n'ont jamais poussé ou j'ai telle et telle raison. Et je demande des photos, en fait, si elles ont des photos des seins avant. Euh, voilà, en fait, il y avait une étude en 2013 de Diana Casariul qui a beaucoup étudié le sujet. Et les 4 choses liées le plus avec une manque de lait, c'était les seins avec une grande écarte, l'asymétrie, et puis pas de changement de sein pendant la grossesse et après l'accouchement, pas de montée de lait. Donc ça, D'accord. c'était les signes les plus et elles ont fait un sondage de plus que 800 femmes avec une hypoplasie qui est revenu le plus. D'accord. Ok, très bien. Et l'insuffisance glandulaire, tu nous disais que est-ce que c'est des signes différents? Ça, en fait, c'est plus difficile parce qu'on voit moins. Mais normalement, elles vont avoir quand même pas de changement de sein pendant la grossesse et pas de montée de lait après. Mais D'accord. les signes, Les signes physiques les... sont moins visibles? Oui, exactement. D'accord, ok. Donc c'est un peu moins facile finalement à prévoir. Oui, C'est vraiment au moment de l'arrivée de bébé et du fait qu'il ne prenne pas assez de poids, qu'on n'arrive pas à le nourrir exclusivement au sein, qu'on se rend compte de ce qui se passe, c'est ça? exactement. Ok. Donc ça, c'est les signes qu'on peut voir apparaître avant, pendant l'allaitement, pendant la grossesse. Si donc voilà, je suis une maman qui a un doute sur le fait qu'elle ait une hypoplasie mammaire, qu'est-ce que je peux faire pour confirmer ou infirmer mon histoire? D'abord, euh, l'orienter vers quelqu'un qui connaît bien le sujet, quelqu'un de bien formé, soit un IBCLC ou quelqu'un qui est formé dans le sujet.
pour vraiment creuser les antécédents. Est-ce que toutes les IBCLC sont formées sur ce sujet-là ou pas? Je pense que tous les IBCLC sont sensibilisés sur le Mhm. sujet, mais pas tous formés. Donc, j'ai eu des sages-femmes qui ont répondu à un sondage que j'ai fait, qui m'ont dit en fait qu'elle avait une hypoplasie elle-même, qui ont dit je n'avais jamais entendu parler de ce sujet, je suis sage-femme, ou j'ai entendu parler pendant la formation, mais on m'a dit que c'était extrêmement rare. Donc, comme on se dit que c'est extrêmement rare, souvent on passe pas beaucoup de temps dedans. Donc, je pense que les IBCLC sont sensibilisés, mais pas forcément très formés. Ça dépend. Parce que souvent, comme IBCLC, c'est un peu à chacun de se former sur les sujets. Donc, on a un qui spécialise plutôt dans un sujet, l'autre un autre. Et, D'accord. Ok, très bien. Ouais. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui s'est intéressé au sujet pour pouvoir nous accompagner. Et puis aussi les groupes de soutien sur Facebook. Et il y a les livres, il y a les groupes de soutien, il y a un site web qui s'appelle Low Milk Supply Foundation qui a plein de ressources pour les familles et pour les pros, c'est en anglais. Mais il y a un groupe Facebook en français qui s'appelle Groupe de soutien hypoplasie mammaire. Donc il y a aussi pas mal de ressources dedans pour les familles. Genre, est-ce qu'il y a des prise du sein qu'on peut faire pour vérifier. Il y a des femmes qui font vérifier le prolactine et le thyroïde. Pour vraiment, en fait, souvent, c'est un diagnostic d'exception. Donc, faut déjà dire que c'est pas ça, que c'est pas ça, que c'est pas ça. Et puis, en final, souvent, un parent avec une hypoplasie, c'est quelqu'un hyper motivé pour l'allaiter, qui a tout essayé, même, et puis, bien sûr, on voit ses caractéristiques. Et à la fin de tout essayer, on dit, en fait, non, vous, Ouais. en fait, En France, on appelle ça diagnostic d'exclusion. Ouais. C'est vraiment, voilà. En fait, on dit que c'est ça parce qu'on sait que c'est pas tout le reste, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'appelle une consultante en lactation qui se soit un peu renseignée sur le sujet. Et là, c'est ça qu'elle va faire. En fait, elle va faire des examens pour exclure les autres causes. Oui, et puis, oui, elle va regarder les antécédents avec vous aussi, faire une examination des seins. On va regarder la prise du sein. Est-ce que c'est une bonne prise du sein? Est-ce qu'on vide fréquemment? Est-ce que la petitité est efficace? Est-ce qu'il y a les restrictions orales? Si on a besoin de donner un supplément, comment on peut donner pour maximiser la production du lait? Donc, est-ce qu'on met en place une dalle, un dispositif d'allaitement? Est-ce qu'on met en place une tire-lait qui fonctionne avec la bonne taille de tétrelle? Est-ce qu'on fait beaucoup de poids Est-ce qu'on stimule au maximum le prolactine? Est-ce qu'on donne les compléments alimentaires pour augmenter le lait, voir ce que ça donne? Et est-ce qu'on fait d'autres choses qui complémentent, comme de thérapie manuelle? Voilà. Il y a d'abord ça, et puis de donner, de revenir vers la maman plusieurs fois pour voir est-ce que ça vous va, qu'est-ce que ça donne, et puis qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Donc, une bonne suivi, en fait, quelqu'un qui reste en contact au fur et à mesure pendant l'allaitement. Ouais, c'est ça. On a vraiment besoin finalement de soutien. C'est ça le. Oui. Donc, oui, principal. j'avais fait un sondage. En fait, j'étais invitée pour intervenir lors d'une conférence pour la Lachellic pour le 65e anniversaire sur ce sujet. Et je voulais partager mon expérience comme maman et aussi aider les autres pros à mieux soutenir ces familles. Et je me disais, en fait, mon voix quand une personne, ça suffit pas. J'aimerais bien avoir d'autres expériences, d'autres voix, d'autres puissances derrière moi qui comptent. Donc, j'ai fait un sondage et j'ai eu 121 gens qui ont répondu de 11 pays. Et ça, c'était cool. Mais quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'était le fait que de cette manque de connaissances par les pros. Et il y avait C'est-à-dire plusieurs thèmes. des mamans qui errent un peu, à qui on dit continuez de stimuler, ça va venir, ou Oui, on cherche d'autres exactement. causes. Donc, elles ont vu quelqu'un, mais elles ont juste dit de faire le triple feeding. Donc, de donner le sein, et puis tirer le lait, et puis complémenter, et puis, mais sans arrêt, en fait. Sans
un jour, elle peut s'arrêter. Et ça, on sait que comme une nouvelle maman, c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire, en fait, Ah ouais. le triple feeding. Oui, ou de Alors donner, ouais, ouais. du coup, c'est quoi les solutions justement si ce manque de lait semble avéré, qu'on fait les examens et qu'on se dit bon, apparemment ça y ressemble, c'est un vrai manque de lait et on aura beau régler la succion de bébé, etc. On n'aura pas non plus une production suffisante. Qu'est-ce que ça va apporter aux mamans cette consultation? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur amener comme bout de solution? Bah, la solution, c'est d'abord de donner la vérité aux familles, en fait. Mhm. Parce que souvent, ces familles, bah, elles ont vu bah, jusqu'à... Donc, j'ai eu une famille qui a dit, bah, ça c'est une citation, j'ai vu au moins 10 autres professionnels de santé, IBCLC, sages-femmes, obstétriques, infirmières, qui ont vu mes seins, qui ont essayé de m'aider avec mes difficultés d'allaitement, qui n'ont pas compris l'hypoplasie ou l'insuffisance. Et le bébé n'a pas pris de poids malgré être au sein 24 heures sur 24 heures. Donc, ils ont appelé une IBCLC, ils ont vraiment tout essayé, vu beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être pas entendus, pas écoutés, que en fait, c'est quelque chose qu'elle fasse mal ou qu'elle fasse pas. Donc, d'abord, c'est d'entendre, d'être écouté, de ne pas donner du faux espoir, en fait, à ces familles. Ouais. Souvent, on entend ça. Donc, ça va aller, non, mais c'est très rare. Donc, comme un professionnel de santé, bah, on n'a pas vraiment le droit non plus de donner du faux espoir. Ça aide personne. Comment une famille peut faire un choix éclairé sans être informée? Donc, d'abord, pour les mamans, ce qu'elles peuvent faire, oui, d'être entendues, trouver quelqu'un pour les écouter, pour qui disent la vérité, mais dans une manière gentille. On ne va pas juste dire ah bah vous allez jamais produire assez de lait, votre enfant ça sert à rien. Hein. On va dire en fait je vois telle et telle caractéristique, ça me fait penser à ça. On va mettre toutes les chances. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Qu'est-ce que vous Ouais. sentez capable de faire? Parce que tous les mamans ne peuvent pas faire un triple alimentation, c'est pas possible. Et pendant un an ou sans arrêt. Donc, qu'est-ce que vous sentez capable de faire? Quel est votre objectif pour votre famille, pour cet allaitement? De vraiment les écouter, avoir un projet qui les convient, et puis vérifier régulièrement et mettre à jour ces objectifs si nécessaire. Donc, d'abord ça. Mais ça peut être, oui, comme j'ai dit, on va donner toutes les chances si les familles veulent. Et puis, oui, on va vérifier souvent. Et le truc, c'est que comme il y a des stades différents, bah, Mhm. chaque parent va produire une quantité de lait différente. Donc, il y en a qui veulent peut-être continuer l'allaitement avec des compléments au biberon. Donc, ou au dalle, ou pas nécessairement avant la tétée, ou après la tétée. Donc, ça va changer pour chaque famille. Il faut que ça convienne à la famille. Mais ça D'accord. peut être aussi oui, des compléments alimentaires à prendre. Il y a même les médicaments qui augmentent la production du lait. Et ça fonctionne sur ces vraies insuffisances de lait, justement, ces médicaments, parce qu'on parle de la dompéridone, hein, c'est ça, qui est en Oui. fait un antivomitif et qui a tendance à augmenter la production de lait. Est-ce que dans ce cas-là, quand il y a une vraie insuffisance, est-ce que ça fonctionne? Bah, en fait, oui et non. C'est aussi ça. C'est pour de s'informer aux familles qu'il y a pas de baguette magique qui va être la réponse à tout. Mais le domperidone, le motilium, ça peut augmenter, ça joue sur le prolactine. Et oui, c'est pas un problème de prolactine, c'est un problème de passe de tissu glandulaire. Mais si on augmente les sites récepteurs pour le prolactine, on peut augmenter légèrement la quantité de lait. Donc ça peut, pour une maman qui produit presque assez de lait, mais pas complètement, ça peut aider et ça dépend de la famille. Donc, il y a des mamans qui vraiment veulent bien prendre le domperidone. Le truc, c'est qu'en France, souvent, on ne prescrit pas, on prescrit très peu, genre en 2 semaines, avec une dose très basse, avec un suivi cardiaque. Et on peut pas, il y a, aux États-Unis, par exemple, elles achètent des autres pays, de D'accord. Thaïlande et tout ça. Et au Canada, par exemple, c'est prescrit, mais une dose beaucoup plus élevée pendant beaucoup plus longtemps. Euh, ouais, donc ça peut aider un peu, et ça dépend de chaque cas.
D'accord. Oui, parce que ce qui est important de rappeler, peut-être, parce que si les gens ont écouté ton témoignage avant, toi, tu fais partie de cas d'hypoplasie où tu avais vraiment enfin, tu avais une production en gros de 10% de ce qu'il aurait fallu pour ton bébé, tu disais. Ouais, ou moins, quoi, ouais. Mais ouais, Ouais. j'ai pas Mais vraiment quantifié, mais ouais. on peut avoir une maman qui a une hypoplasie et enfin, ou une insuffisance de tissu glandulaire, mais qui produit finalement 80 ou 90% de ce Oui, dont son bébé a besoin. Donc en fait, il y a tout tous à les fait. stades possibles de 0% à 100% et c'est pas nécessairement. En fait, on va adapter la prise en charge au Oui. pourcentage de production en quelque sorte. Oui, et au souhait de famille. Et puis, exactement, donc il y a des familles qui arrivent à complémenter jusqu'à la diversification, et puis elles arrêtent en fait, parce qu'elles produisent plus en fait que d'autres mamans qui produisent moins. Ouais, d'accord. C'est vraiment apprendre au cas par cas et encore une fois, vraiment en fonction de ce que souhaitent les familles, parce que c'est des prises en charge qui sont plus lourdes. Hein. C'est pas l'allaitement. Alors déjà, l'allaitement, c'est pas toujours aussi fluide et facile que ce qu'on a imaginé, mais alors là, quand il faut en plus éventuellement tirer son lait, avoir le bibe dans un coin, le dalle, enfin tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est une charge qui s'ajoute en postpartum et pendant cet allaitement. Donc il faut vraiment faire bien attention à ce que les familles se sentent capables de faire et Oui, ajuster parce que ce qu'on se sent capable de faire à J1 n'est pas nécessairement ce qu'on se sent capable de faire à J60. exactement. Et ce sont souvent les familles qui ont vraiment tout essayé. Ça, c'est le Ouais. qui ont essayé tout pour augmenter leur lait. Donc, qui ont essayé, selon le sondage, bien sûr, un soutien à l'allaitement, les galactogènes, la triple alimentation, le DAL, la domperidone, une phrénotomie. 50% des familles ont fait une phrénotomie pour leur bébé en espérant que ça va augmenter la production du lait, de Ouais. changer la régime, de perdre du poids, de faire l'ostéochiro, des analyses du sang, l'exercice. Euh, qui ont vraiment tout essayé et qui ont fini par adapter à leur souhait. Donc, 85% on continue d'allaiter, selon le sondage. Mhm. Euh, et puis, mais en utilisant du lait artificiel, je pense qu'il y avait quand même des familles qui ont arrêté, qui ont dit que ça ne servait à rien. Et 65% des familles ont utilisé les biberons. Donc, je sais que souvent, en allaitement, on dit pas de biberon, pas de biberon, pas de biberon. Mais si ça a aidé à ces familles de continuer d'allaiter, pourquoi pas? Parce qu'elles avaient besoin de donner du lait autrement. Mhm. 50% continuaient d'utiliser le DAL. Euh, et une très grande partie ont utilisé le don du lait, le partage du lait informel. Mm. Donc, ça, il faut prendre en compte aussi. Et puis, selon le sondage, ce que j'ai trouvé cool, c'était 16%. Souvent, on dit que ce sont les mamans qui font pas assez, ou c'est leur faute. Mais il faut arrêter d'allaiter, par exemple. Mais 16% ont continué d'allaiter plus que 2 ans. Et je trouve ça génial, parce que le taux en France d'allaitement à 1 an, c'est que 13%. Donc, ce sont les familles vraiment, vraiment très motivées pour allaiter. Déjà, pour arriver jusqu'au diagnostic, enfin, Ouais, j'essaie de prendre le truc, de prendre du recul en réfléchissant à ça, mais quand on sait que l'accompagnement de l'allaitement, c'est déjà pas toujours hyper simple, typiquement dans les premiers jours de vie, si on n'a pas connaissance de ce que c'est qu'une consultante en lactation, etc., on ouais. manque de lait, le bébé prend pas de poids, très vite il est complété, et puis en fait, si on n'a pas une envie un peu féroce d'allaiter, logiquement on se dit très bien, j'ai pas assez de lait, je passe au biberon, parce que de toute façon ces mythes-là du Oui, manque de lait ont quand même la peau dure, et on a du mal à les briser, donc encore faut-il les avoir brisés pour savoir qu'on est censé avoir assez de lait, tu vois ce que je veux dire, oui, et du coup, faire le chemin inverse de se dire, bah oui, mais peut-être que par contre, dans certains cas, quand même, il y a un oui. vrai manque de lait qui existe. Donc du coup, je pense qu'en effet, on se retrouve avec une tranche de population qui a une envie féroce d'allaiter quand elle arrive à ce diagnostic-là. Oui. Et le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps à arriver à ce diagnostic. Et que les familles sont pas du tout préparées psychologiquement ou physiquement. En fait, donc, ce sont les familles qui soupçonnaient, en fait, que en fait, presque toutes ces femmes pensaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec leur sein, en fait. Hmm. Donc, 75% ont répondu qu'elles avaient pas une anatomie normale,
mais que 4% des femmes ont répondu qu'une professionnelle de santé ou quelqu'un dans leur famille ou proche les a dit quelque chose à propos de leur sein. Donc déjà, c'est les femmes qui s'inquiètent pour quelque chose, mais qui savent pas, qui n'ont pas de réponse à ces questionnements. Donc souvent, on a la honte, ou peut-être on n'est pas confortable avec notre corps, ça peut être une barrière pour chercher de soutien, même prendre en public ou choisir d'allaiter dans le premier cas. Donc, il faut prendre ça en compte. J'ai une maman, et ça c'est une citation, et ça m'a vraiment interpellée. Elle a dit, adolescente, je regardais si souvent les seins des autres filles pour voir ce qui n'allait pas avec les miens, que j'ai pensé que j'étais peut-être lesbienne. Donc, c'était vraiment une préoccupation de très, très tôt. Ouais, comme dans ton cas, tu disais, il y avait quelque chose qui... Ouais, exactement, qu'elle n'allait pas, mais pas de validation pour ses craintes. Mais moi, j'étais l'exception parce que moi, j'ai su que c'était une possibilité parce que quand je faisais mes études, j'ai appris. Mais dans la vraie vie, il y a 90% des femmes qui n'ont jamais entendu parler d'une vraie manque de lait que ça peut se faire. Donc, quand on arrive, ça veut dire qu'on arrive à l'accouchement. On a pris les cours de préparation, on a lu les livres, on a entendu parler que toutes les femmes peuvent allaiter. Et puis, en fait, non. Et puis, on a appris que non, notre corps ne peut pas produire assez du lait. Donc ça, c'est un choc, en fait. C'est un vrai choc d'arriver jusque-là. Ouais, j'allais te demander qu'est-ce que c'est l'impact psychologique pour ces mamans qui ont envie d'allaiter, qui se retrouvent avec ce style de diagnostic. On l'a entendu dans ton épisode, voilà, il y a de l'émotion qui vient se greffer à ça, évidemment, parce que quand c'est un projet important, le choix de la nourriture d'un enfant, en fait, c'est un projet important qu'on le veuille ou non. Et voilà, c'est quoi ce qui revient dans les témoignages sur comment le vivent les mamans? Toi, en tant que pro, t'as reçu quoi? Dans les témoignages, beaucoup de colère, de frustration. On m'a dit, j'avais le cœur brisé comme si quelqu'un était mort. Et je vais parler de ça aussi parce qu'il y a vraiment un deuil qui doit se faire après, le deuil de perdre cet allaitement qui ont souhaité, en fait. Et qu'on n'était pas prêt, pas psychologiquement ni physiquement, pour avoir l'isolement, une dépression. Donc, selon mon sondage, à ma connaissance, c'est le seul sondage qui vraiment parle de dépression postpartum et lié à ce diagnostic. Mais plus que 80% des femmes avaient l'impression d'avoir une dépression postpartum liée avec cette hypoplasie, en fait, avec le fait de ne pas produire assez du lait. Ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est fou. Ça veut dire que il y a un vrai échec pour ces familles. Et quand j'ai fait un sondage, qu'est-ce qui était utile pour vous? De nombreuses familles ont signalé qu'il n'y avait aucune professionnelle de santé ou personne de soutien à la lactation pour les aider, que tout était inutile, en fait. Donc, il y a vraiment une manque de soins pour ces familles. Oui. Est-ce que c'est le fait de ne pas pouvoir allaiter comme elle l'avait imaginé, ou est-ce que c'est le fait encore une fois, de ne pas être entendue, de ne pas être validée dans ses ressentis? Je pense que c'est un peu tout, en fait. Et donc, une autre citation d'une maman, elle a dit, je me suis dit que je me suis dit que j'étais même pas une mamie fière à cause de l'absence de glande mammaire. Je me suis dit que si j'étais une vache, on m'enverrait à l'abattoir puisque je ne pourrais pas produire. Ah oui, c'est violent. Non, c'est violent. Un échec comme femme et comme maman. Et que mon bébé méritait une meilleure maman. Il y a des mamans qui se sont dévastées. On m'a dit, j'étais tellement préparée à allaiter, j'ai pris des cours, j'ai lu les livres, je voulais si désespérément, mais je me sentais en colère parce que personne ne m'avait dit que ça pouvait être une possibilité. Qu'on sente qu'on mesure l'amour pour notre enfant par la quantité de lait. Donc, on peut vraiment rentrer dedans aussi, que chaque goutte compte. Et cette dichotomie entre on a entendu toutes nos vies que l'allaitement c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour nos enfants et puis d'être complètement incapable à produire assez de lait. Donc ça c'est quelques moyens de sentir après, mais il y a plusieurs, il y a beaucoup des émotions. Et puis il y a un vrai deuil à faire en fait. Un vrai deuil à faire. Donc oui, il y a la perte de l'allaitement qu'on a envisagé.
Mais c'est ressenti comme un traumatisme, en fait, pour ses parents, selon les études. Et on sait que pour les gens qui ont vécu un traumatisme, on a besoin de repos. Et puis des thérapies et tout ça, et du temps pour réparer. Mais ces familles, ils n'arrivent pas à faire du repos parce qu'ils sont en train de faire faire le triple alimentation. Et donc, en fait, c'est difficile de sortir de ce traumatisme. Si on est dans un traumatisme, on ne fait pas le lien avec notre enfant aussi. Donc, on est en train de rater notre postpartum, de notre 4e trimestre. Et il y avait une étude qui a montré que, en fait, lorsqu'on est incapable d'allaiter, une partie du cerveau primal croit que le parent a perdu son bébé. Donc, il y a vraiment une impression d'un mort, en fait. Donc, c'est physiologique. Et donc, c'est un deuil, ça s'appelle un deuil complexe ou un deuil compliqué. Donc, c'est mélangé avec la colère, la honte, le remords. Donc, c'est beaucoup plus difficile à traverser. Et si on a déjà perdu une proche, on sait que le deuil, c'est pas linéaire, c'est quelque chose, des fois il y a des montagnes et puis des fois on est très très bas mais le seul moyen de réussir, c'est vraiment de traverser et de le vivre. Donc ouais, c'est un vrai deuil. Oui, je comprends bien. Donc, il y a vraiment un accompagnement au niveau psychologique, en fait, à avoir éventuellement pour ces mamans, en fonction de comment elles prennent la nouvelle et de l'importance, évidemment, que l'allaitement pouvait prendre dans leur parentalité. Il y a un vrai accompagnement psychologique à avoir. Il y a des professionnels, justement, au niveau psycho, qui se sont un peu intéressés à ce sujet-là et qui... Parce que c'est pareil, du coup, il faut être entendu. Oui, exactement, il faut être entendu. Mais oui, je pense que ce que les femmes ont trouvé utile, c'était le partage d'expériences dans les groupes de soutien, le soutien d'une proche, une amie. Et puis aussi, je pense que en anglais, c'est EMDR. Je pense que c'est pareil. C'est pareil, ouais. C'est une thérapie qui permet de déconnecter un peu les émotions qui vont avec les traumas. Oui, exactement. Donc, ça a aidé à faire une méditation, pleine conscience, écrire, aussi la thérapeute manuelle pour la diade, acupuncture, ça peut aider, mais le truc, c'est... J'allais te demander toutes ces choses de médecine chinoise, alors que ce soit pour l'aspect psychologique, mais aussi pour l'aspect booster la lactation. Moi, je travaille avec des thérapeutes qui travaillent comme ça sur la médecine chinoise et on leur envoie les patientes quand justement la lactation a du mal un petit peu à suivre, etc. Et en général, ça fonctionne bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je suis ouverte à tout. Et je pense pareil pour toutes les femmes avec une hypoplasie ou un manque de lait. Je pense qu'elles sont souvent ouvertes à tout essayer. Donc, et bien sûr, il y a plus que le médecin western, traditionnel. La médecine occidentale, ouais. Exactement, occidentale dans la vie qui fonctionne. Donc, mais ça peut aussi être informé ce qui est possible, quoi. Donc, ne pas trop mettre tous nos espoirs. Donc, je n'ai pas envie que ça donne, comme j'ai dit, la fausse espoir non plus qu'aller faire acupuncture, je ne sais pas, une fois que ça va faire augmenter de 5 millilitres à 120, quoi, en une seule fois. Mais je comprends. Bien sûr, ça peut aider. Je pense que Ouais, donc en fait, le maître mot, c'est vraiment informer. Enfin, comme d'habitude, on va dire. Mais le maître mot, c'est vraiment d'informer pour que les parents ils puissent faire leur choix en conscience, en sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent être essayées. On se refera un petit résumé après. Mais leur dire que, voilà, dans certains cas, en effet, il y a un vrai manque qui ne pourra pas être comblé, peu importe tout ce qu'on va mettre en place, qui ne pourra pas être comblé à 100%. Donc, une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait et quelles décisions on prend pour soi, pour son bébé, pour son allaitement et son postpartum. Oui, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc ça va être unique pour chaque famille. Ça va pas être le même conseil pour chaque famille. Ça va changer. Ok. Ce que je trouvais intéressant dans le sondage, j'avais demandé les années de naissance pour voir s'il y avait un lien. Donc, les gens qui ont répondu, ils étaient nés entre 1967 et
jusqu'à 1997, donc il y avait 20 ans d'écart. Et les gens qui ont répondu, l'année qui ont, les années qui ont revenu le plus souvent, c'était 86 à 88 et puis 91. Ça, pour moi, c'était intéressant. C'était un truc à creuser un peu plus. Et l'année avec le plus des gens qui ont répondu, c'était en 1986. C'était l'année où j'étais née, en fait. Et aux États-Unis, après ces années-là, il y avait une réglementation environnementale sur les produits qu'on pouvait mettre, en fait, dans l'environnement. Donc, ça s'appelle les dioxines. Mais les entreprises étaient obligées de contrôler en fait beaucoup plus le taux de ces produits chimiques qu'ils ont mis dans l'environnement. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était l'année où ma mère était enceinte avec moi. On sait qu'il y a peut-être un lien avec comme j'ai dit, les perturbateurs endocriniens. Ouais. Ce qui paraît assez logique, hein, ça sort pas complètement de nulle part. Et c'est vrai que là, on est vraiment sur un système neuro-hormonal purement de mise en place de tissus glandulaires. Enfin, tout ça est géré par le système hormonal. Donc c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, c'est quand même assez acté qu'ils posent problème hein, dans ce type de problématique. Donc c'est vrai que c'est intéressant sur le retour du sondage aussi, là. Oui, et aussi le moyen d'apprendre sur l'hypoplasie, c'était la moitié des femmes avec une IBCLC, mais les autres, c'était les groupes Facebook et les réseaux sociaux, en fait. Il y a une compte qui s'appelle Low Supply Mom sur Instagram, et il y a beaucoup de gens qui ont appris leur diagnostic ou ce qu'ils avaient par les réseaux sociaux. Ce qu'on voit, on voit aussi comme avec les freins, en fait. Souvent, ça a commencé par là parce qu'il n'y avait pas assez de gens formés dans le sujet. Donc oui, ça montre qu'il y a un vrai manque de connaissances. Ça, on sait déjà. Ce que j'ai trouvé intéressante, mais que ça a pris souvent beaucoup de temps pour être diagnostiqué, au moins 2 mois, quoi. Donc souvent, les femmes, elles font tout, les triples alimentations, elles pensent pendant des mois que c'était quelque chose qu'elles mal fait, hein, mais en fait, c'est juste comment elles peuvent pas changer, en fait, c'est sur leur corps. Et puis ça donne un sentiment d'échec, de se dire qu'elles font tout et que pour autant ça marche pas, donc est-ce qu'elles font mal? Enfin oui, ça met vraiment un coup de canif dans la confiance en soi qu'on peut avoir en tant que parent. Exactement. Ok, super. Du coup, on se fait notre petit résumé des points importants à retenir. Oui, si tu veux bien, pour que ça fasse une piqûre de rappel à la fin. Donc, dans l'ordre, ce qui peut vous alerter au fil de votre vie de femme, c'est, alors on a dit, c'est au niveau mammaire, hein, vraiment au niveau physique, si c'est de l'ordre de l'hypoplasie, la forme des seins qui est différente, tu nous disais un écartement qui est important, un manque de volume en fait sous le sein et à la partie antérieure. Oui, et vraiment, faut toujours voir si est-ce qu'il y avait un changement de sein pendant la grossesse, est-ce qu'il y avait une montée de lait après l'accouchement. Et puis oui, des fois les femmes, souvent c'est la première fois qu'elles ont entendu parler de ça, donc ça peut aider à regarder les photos des autres femmes avec une hypoplasie ensemble, faire l'examination dans un miroir ensemble, regarde le bébé, est-ce qu'il déglutit comme il faut, combien de fois, et puis ça peut aider à accepter en plus. Le truc, c'est que souvent, ces femmes, elles sont soulagées d'avoir ce diagnostic parce qu'elles ont travaillé pendant si longtemps en croyant que c'était leur faute. Donc, j'ai aussi souvent les EBCL qui m'écrivent, qui ont peur, en fait, de parler à ce sujet aux familles parce qu'elles pensent qu'elles vont peut-être arrêter. Mais ça, on voit que c'est pas le cas. Et puis, si on arrive à parler de ça pendant les cours de préparation, dans les livres, ces femmes-là peuvent avoir accès à un tiers-lait, à une dalle, à exprimer leur colostrum avant la naissance, être mieux prêt en fait, à prendre les suppléments les compléments alimentaires qui peuvent peut-être aider à augmenter le volume du lait ou le tissu, acheter tout ce qu'il faut en fait avant que le bébé soit là.
ça va éviter d'attendre, de perdre du temps, en fait. Donc, d'être prêt physiquement et psychologiquement que ça peut être une réalité, ça peut que aider les familles. Et on sait, parce que ça, on a vu ça, 121 femmes ont répondu qu'elles auraient préféré d'entendre parler de ça avant et d'être prêt. Donc, en fait, on ne va pas faire peur aux femmes. Oui, le pire, c'est on dit à une femme que c'est peut-être une possibilité, et puis elle arrive à produire assez de lait, et c'est génial. Donc, mais à 30 moi, pour parler de ça, en fait, ça fait mal aux familles. On est en train de faire mal aux familles. Donc, on ne peut pas cacher les choses qu'on voit. C'est comme pour les freins ou d'autres choses, si on voit qu'un bébé a un frein, on peut pas cacher tous les caractéristiques qu'on voit juste parce qu'on a peur de la réaction de la famille comme professionnel de santé. Non, et puis surtout, si jamais le choix de la famille, après, c'est en effet d'arrêter, en fait, c'est leur choix, quoi. Ouais, Ils le font, mais exactement. ils le font en conscience. Et l'idée, c'est de protéger les familles, quoi, en protégeant l'allaitement, évidemment. Mais si le choix des familles, dans ces conditions-là, c'est de pas continuer, Ouais. très bien, en fait. C'est au tour du professionnel d'accepter que ce choix-là, ils le font avec les bonnes informations. Exactement. Donc, de savoir que l'allaiter n'est pas tout ou rien. Souvent, je trouve en France surtout que c'est très noir ou blanc. C'est soit allaiter exclusivement au sein pendant 2 ans, portage, cododo, ou soit l'inverse. Il n'y a pas vraiment cette partie entre les deux Ouais, grises, je voulais dire, mais il y a beaucoup, la plupart de familles, je voulais dire, qui tombent entre les deux, en fait. bien sûr. Donc, il faut les valider, il faut aider à faire leur choix, mais donner les infos utiles pour qu'elles fassent leur choix. Et puis, oui, et puis revenir vers les familles pour voir comment ça va, en fait, et qu'est-ce qu'on a besoin de changer, si on a besoin de changer quelque chose, donc quelque chose de réaliste. Et puis, on ne peut pas, comme professionnel de santé, juste dire, faut un tirer, il faut donner du lait artificiel. Ces familles, ils ont besoin de l'aide pour complémenter. Ils n'ont jamais appris comment complémenter, soit au DAL. Donc, si on a un DAL, on va le mettre en place avec la famille. Si on conseille un tirer, faut mesurer les tétrades, il faut voir la famille tirer leur lait, il faut voir comment apprendre comment donner les biberons. Si la famille veut donner le biberon, il faut vraiment aider à choisir le lait. Si la famille veut un lait d'une donneuse, une maman donneuse, faut peut-être les donner les ressources pour chercher ça, en fait. Donc, on ne peut pas juste les laisser complètement seuls. Et c'est ça la réalité, en fait, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de familles. Et c'est seul le parent qui peut décider quand il a assez essayé, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, donc il Ouais, y a un vrai accompagnement à avoir derrière, tant sur le ouais, plan de soutien à l'allaitement si la famille veut que ça continue, sur les alternatives aussi, ce lait artificiel, ces préparations commerciales pour nourrissons, cet éventuel tire-lait, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à mettre en place, donc bon, on le redira jamais assez évidemment, mais peu importe que la façon dont votre allaitement est problématique et que vous manquiez un peu, beaucoup ou beaucoup de lait, il y a un accompagnement qui peut se faire. Donc, contactez ouais, des professionnels qui sont formés. ouais. Et puis, Et ouais, ça vas-y. sert aussi oui, aux anticorps, à plein de choses d'autres. Le développement orofacial, on sait que l'allaitement, ça fait Bien beaucoup de sûr. travail sur ça, qui est très important. Et puis avec les conjoints, les gens qui sont autour de cette famille, de voir cette conversation avec, entre la diatriade de ce qu'on veut entendre dire. Non, parce que souvent, un conjoint, ou une conjointe, veulent aider en disant, vous pouvez arrêter. Mais on a souvent peut-être besoin d'entendre, je suis fière de toi, en fait. Ouais. Donc, je démontre comme ça, je suis fière de toi. Votre bébé est un bébé allaité. Votre amour n'est pas mesuré en millilitres. Que vous faites le choix de continuer, même si vous n'avez pas le choix d'avoir l'hypoplasie dans le premier Mm, cas. mm, mm. Ouais, je pense que voilà, ça c'est une belle chose pour terminer, c'est de dire qu'en effet, l'amour que vous portez à votre bébé, et même si ce projet d'allaitement il est essentiel pour vous. L'amour que vous portez à votre bébé, il ne se mesure pas en quantité de lait maternel qu'il ingurgite et s'il l'ingurgite au sein ou au biberon. Donc, qu'importe, voilà, Aubrey
elle a allaité peut-être à 10% ou un peu moins des quantités de ce que son bébé avait besoin, mais en fait, ça t'a mis du temps à l'accepter apparemment, mais non, ton bébé, il a été allaité pendant 1 an et point barre en fait. Et on s'en fiche de l'exclusif, de pas l'exclusif, c'est voilà, chaque histoire est différente. Retenez une chose, c'est que là, en plus, c'est pas de votre faute, quoi. C'est pas de votre faute, et même pour des insuffisances de lait secondaire, on choisit pas toujours ce qui nous tombe sur le coin de la tête. Un bébé qui tète pas bien, qui tète très mal en arrivant, qui est très fatigué, ça peut être aussi un gros coup de canif dans un allaitement. Et pour autant, eh ben voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et avec le moment dans lequel on le vit. Et le postpartum, on sait que c'est une période qui est délicate quoi qu'il arrive, donc voilà, faisons retomber la pression autour de tout ça, et disons-nous que peu importe ce qu'on fait, on fait au mieux de toute façon avec nos loulous. Oui. Et je voulais terminer une petite citation. Il y a une femme, elle n'a pas d'hypoplasie, mais elle a beaucoup écrit sur le sujet, beaucoup creusé. C'est une IBCLC animatrice à la J-League. Elle s'appelle Diana Casariul. Et j'ai traduit en français, mais moi, je trouve ça important à ajouter. Il est temps que la communauté de soutien à l'allaitement comprenne qu'il peut y avoir des circonstances de notre époque moderne, les influences environnementales, le régime alimentaire au fil du temps et états pathologiques qui font que la lactation humaine est un processus moins stable et moins fiable de notre biologie a dû le faire pour que notre espèce soit maintenue au cours des millénaires précédents. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte aussi, qu'il y a des choses qui peut-être sont en train d'arriver et qui sont arrivées pour rendre l'allaitement plus fragile et de soutenir quand même ces familles qui sont en train de vivre ça. Parce que je sais, la communauté de l'allaitement, on tient beaucoup à ce fait que toutes les femmes peuvent allaiter, pas exclusivement. Mais on a besoin de peut-être lâcher un petit peu pour mieux soutenir et mieux comprendre et mieux avancer, en fait. On ne peut pas avancer si on est vraiment fixé ou collé aux idées d'avant, quoi. Ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, il faut briser les idées reçues dans tous les sens, à savoir celles qui disent que ces idées reçues qui disent que quasi tout le monde manque de lait ou un lait pas assez nourrissant, etc. En fait, c'est faux, mais à l'inverse, il y a des vrais manques de lait et il faut aussi les accepter pour pouvoir les accompagner, parce que même si le pourcentage n'est pas énorme, il existe, et par nos circonstances environnementales actuelles, en fait, il peut tendre à augmenter. C'est ça qu'elle essaye de dire. Pas. Cette 5% qu'on a entendu parler, en fait, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune documentation, et ça date d'il y a 36 ans. Donc, en fait, on n'a aucune idée de combien de femmes ont vraiment une insuffisance de lait ou un manque de lait, parce qu'il y a beaucoup de barrières pour ces femmes, et il n'y a aucune recherche et très, très peu de professionnels de santé formés. Ok. Bien. Est-ce que tu peux nous redire juste rapidement avant ce que c'est que la triple alimentation, parce que tu l'as expliqué pas mal dans ton épisode à toi, mais je pense qu'on l'a pas redétaillé ici. Donc c'est alimentation au sein. Et puis donner un complément en plus, donc soit au dalle ou soit au biberon, et puis tirer le lait après. C'est les 3, en fait, de faire les 3. Normalement, au moins 8 fois en 24 heures. Voilà, et c'est ça qui est évidemment ultra chronophage dans un postpartum, quand on sait que déjà allaiter un bébé de façon exclusive au sein, ça prend un temps de dingue. Alors imaginez-vous devoir allaiter, donner le biberon et tirer votre lait derrière. Voilà, c'est plus ou moins viable, encore une fois, c'est le choix des familles, mais c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Je pense que c'est la chose la plus épuisante qu'on peut faire comme nouveaux parents. Ouais. Ok Aubrey, est-ce qu'on s'est tout dit? Est-ce que tu penses que ça va pouvoir aider les familles et les mamans à savoir ce que c'est, à éventuellement s'alerter et se renseigner avant que les problèmes arrivent? Oui, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour cette opportunité. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Je suis ravie de pouvoir informer sur ce sujet-là aussi. Et puis voilà, je pense que mission accomplie. Les mamans qui écouteront cet épisode, en effet,
seront plus armés pour pouvoir aller se renseigner correctement et faire leur choix en conscience. Merci beaucoup Aubrey, je te dis à très bientôt. À bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.